J'ouvre notre second débat de société volontairement décalé de l'actualité du jour avec un zoom sur le temps passé par les enfants devant les écrans, les effets de ce qu'ils regardent sur leur cerveau. Emmanuel Macron a nommé un groupe d'experts pour mesurer ces impacts avant de décider d'éventuelles mesures, d'interdiction. On verra bien quels impacts, quelles mesures. On en débat juste après ce reportage de Fabien Recker et Cécile Sixou. Ils ont suivi une famille, la famille Le Sceau. On est à Riantec, près de Lorient. Seul ou en ligne avec des copains, c'est la grande passion d'Enzo, 13 ans, jouer aux jeux vidéo dans sa chambre. Là, je joue à Rocket League. C'est un jeu où tu fais du foot avec des voitures. En classe de 4e, l'adolescent le reconnaît, les jeux prennent parfois un peu trop le dessus sur l'école. Souvent en cours, je pense plus aux jeux vidéo qu'à écouter le cours. Et du coup, voilà. Quand je suis jusqu'à 3-4 heures du matin devant mes jeux vidéo et que je fais trop de bruit, je peux comprendre que mes parents viennent m'engueuler, quoi. Et ça arrive souvent, ça ? Non, mais quand ça arrive, c'est vraiment pas... C'est pas bien. Et quand Enzo lâche la console, il reste le portable. Je traîne sur TikTok, sur YouTube, Instagram, des trucs comme ça, quoi. Le téléphone portable, sa petite sœur Maëlys, 11 ans, y est accro. Elle peut passer des heures devant les vidéos des jeunes youtubeurs Swan et Neo, 6 millions d'abonnés sur la plateforme. Parce qu'ils font des défis, et c'est marrant, quelquefois. Pour la petite fille qui souffre d'un handicap, les écrans, c'est plus qu'une distraction. J'adore les écrans et j'arrive pas à me détacher. T'as du mal à t'en détacher ? Ouais, ça m'apporte de rester calme quand je vois quelque chose que j'ai peur. Les écrans, ça me rassure. Angélique Le Sceau, la maman d'Enzo et de Maëlys, n'arrive pas à contrôler le temps d'écran de ses enfants. Ce serait bien que tu fasses une petite pause pour être avec nous un peu. Comme ça, on pourra aller se promener. Ça fait combien de temps que tu es sur ton portable? Tu t'en rends compte? Non. Pour toi, ça fait beaucoup ou pas assez? Pas assez. Maëlys est migraineuse. Et on essaye de lui faire comprendre qu'il faut qu'elle lâche les écrans, que ça lui ferait peut-être du bien pour sa tête, qu'elle aurait peut-être moins de migraines, mais elle n'entend pas. Et pour le grand, je lui demande carrément de couper, parce qu'il est l'heure déjà qu'il aille au lit. Mais sauf qu'à 11h, il est encore sur les écrans parfois. Cet après-midi-là, Maëlys finit par aller prendre un peu l'air. Face à l'addiction aux écrans, de nombreux parents partagent le même désarroi. Certains frappent à la porte du cabinet de cette pédiatre. Allez, on est parti en consultation. Tu regardes la télé quand tu rentres de l'école ou pas? Sylvie Dieu-Ozika milite contre la surexposition aux écrans chez les plus jeunes. Elle alerte sur les dangers pour le développement de l'enfant et apporte des conseils aux parents. Quand on a une famille avec plusieurs enfants, l'idéal, c'est pas d'écran les jours d'école. Comme ça, c'est des idées assez simples. Et on essaye de respecter les 4 pas. Les 4 pas étant un lieu qu'on préserve des écrans, la chambre. Et c'est important pour les adultes aussi, d'ailleurs, et les ados. Et 3 temps, pas le matin, pas pendant les repas et pas le soir avant de dormir. Des enfants confrontés aux écrans de plus en plus petits, constate cette médecin. Selon elle, il y a urgence à mettre en place une vraie prévention en matière d'usage des écrans, comme contre le tabac ou l'alcool. Faut-il interdire l'accès des écrans aux plus jeunes et si oui, comment? On en débat tout de suite avec Marie-Caroline Missire. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes directrice générale de Canopé, le réseau de formation des étudiants et membre du groupe d'experts. Des enseignants. J'ai dit les étudiants, là, c'est intéressant. Quand on est enseignant, on est un éternel étudiant, on peut dire ça. On peut dire ça aussi. Donc, réseau de formation des enseignants, et vous êtes membre du groupe d'experts nommé par Emmanuel Macron sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans. Amel Gacquer, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sénatrice Union centriste du Pas-de-Calais, rapportrice de la proposition de loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, qui date du printemps dernier. Michael Stora, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Psychologue, psychanalyste, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, et Mathieu Croissando est resté à mes côtés, éditorialiste politique. Bonsoir. Je commence avec quelques statistiques et des chiffres. Le temps passé devant les écrans en fonction de l'âge de nos enfants ou de nos petits-enfants. 56 minutes à l'âge de 2 ans, 1h20 à 3 ans et demi, 1h34 à 5 ans et demi. C'est une étude de l'INED et de l'INSERM. Chiffres à comparer, regardez, avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui nous dit pas d'écran avant 2 ans et 1 heure maximum par jour entre 2 et 5 ans. Marie-Caroline Missire, comment évolue ce temps d'exposition? Est-ce que c'est de plus en plus tôt pour les enfants et de plus en plus longtemps?
Si on regarde un peu dans le rétroviseur. On voit bien que si on regarde dans le rétroviseur, et vos chiffres le montrent, effectivement, l'équipement des enfants commence de plus en plus tôt. Oui. Alors, je le dis ici, moi je vais te parler au nom de l'Éducation nationale. Effectivement, les parents qu'on a entendus dans le reportage témoignent de ce qu'ils observent chez leurs enfants, ce qu'ils observent chez leurs propres habitudes, avec des outils technologiques de plus en plus performants, des algorithmes qui créent l'addiction, chez les adultes comme chez les plus jeunes. Oui, il y a beaucoup de constats qu'on peut faire dans ce débat qui valent pour nous aussi. Absolument. Et puis on voit bien dans votre reportage que le fil de l'éducation des enfants, de l'autorité, des règles, etc., est questionné et questionnant. Et j'aimerais qu'au-delà des seuls écrans, on puisse s'interroger à travers ce débat. Et c'est bien le rôle de ce groupe d'experts pour lequel je vais faire travailler un certain nombre de recommandations avec un certain nombre d'experts, ouvre ce débat dans toute sa complexité. Et c'est bien ce qui nous a été demandé. Il y a effectivement le sujet des écrans, mais derrière les écrans, la question c'est quels usages, quelle éducation quel contenu, aux usages. Je crois que ça s'apprend, les parents nous le disent. Ils ont besoin d'être guidés face à ces phénomènes qui s'accélèrent, vous l'avez dit, qui vont très vite, des usages qui changent, qui envahissent les foyers. On a besoin effectivement de recommandations, d'une éducation aux écrans, apprendre à s'en servir pour ne pas les subir. C'est la thématique d'une des campagnes du Clémy, qui est un service de Canopé, d'éducation aux médias, éduquer aux médias et à l'information. On en reviendra évidemment en détail. Amel Gacquer, si on reste dans le constat, il y a un bon indicateur, c'est l'âge de l'inscription sur les réseaux sociaux. C'est de plus en plus jeune, là aussi, on voit cette évolution. Exactement. Aujourd'hui, on a un âge légal qui est de 13 ans. Oui. Sauf que dans les faits, on le voit, nous avons une majorité d'adolescents c'est 11 ans et demi. En tout cas, je sais qu'on a des chiffres qui sont parfois un peu... Mais c'est 11 ans et 11 ans et demi, et donc qui ne correspondent pas finalement à l'âge légal. Oui, donc de plus en plus tôt. Et c'est allié finalement je pense qu'il faut le lier à l'usage, en fait, du smartphone, puisqu'on a de plus en plus aujourd'hui d'adolescents qui ont entre les mains cet outil, cet instrument. Et ce sont leurs parents qui leur mettent ces outils-là entre les mains. Donc c'est important de le dire. Et là, je tire le fil de ce que vous venez de dire, madame. Donc, éducation des enfants et des parents aussi, aux écrans et à leurs usages. Selon cette même étude que je citais de l'INED et de l'INSERM, il y a moins de 15% des familles, 13,7% des familles qui respectent les recommandations de l'OMS. Michael Stora, pourquoi c'est aussi difficile pour les jeunes et les moins jeunes de s'auto-réguler ? Quel mécanisme se met en place? Oui, alors déjà, c'est important, vous l'avez plus ou moins évoqué en parlant que les adultes aussi sont concernés dans cette histoire, puisque d'ailleurs, selon la revue Wired, qui est une revue geek américaine, mais très sérieuse, les plus connectés, ce sont les 35-49 ans, à l'inverse de ce que l'on croit. Donc déjà, c'est important. Évidemment, quand on rentre dans le détail des éléments qui pourraient être addictogènes, c'est-à-dire qui engendrent de l'addiction, lorsqu'on pense aux réseaux sociaux, c'est simple, puisque le modèle économique, c'est l'économie de l'attention. Donc ça veut dire qu'il est important que les personnes y restent le plus longtemps possible. Et vous avez même des cursus de captologie, entre autres à Stanford, qui montrent comment on va tout faire pour que la personne reste. Il y a des astuces qui sont assez diaboliques et plutôt toxiques. C'est-à-dire ? Si vous en avez une ou deux. Oui, j'en ai une comme ça, assez folle, qui est d'ailleurs aussi bien sur Instagram que sur TikTok. Vous avez ce que moi j'appelle l'algorithme doudou. C'est-à-dire qu'on va repérer ce que vous aimez. Donc ça peut être la cuisine, les chatons, par exemple. Et à un moment, au bout de 5 minutes, on va vous balancer une vidéo très anxiogène, un peu inquiétante, qui n'a rien à voir avec votre feed. Et donc là, vous êtes comme un bébé qui a perdu son doudou. Donc vous avez besoin de revenir vers votre premier fil pour retrouver cette chose-là. Il y a évidemment la question de la dopamine, puisqu'on sait, toutes ces hormones de récompense. Mais à la limite, je ne sais pas ce que vous aimez comme bon plat, mais si vous voyez un bon bœuf bourguignon, vous allez avoir une décharge de dopamine. Mais là, vous en avez tellement qu'évidemment, au bout d'un moment, le circuit de la dopamine est tellement sollicité que, en effet, vous allez être sans cesse en quête de cette récompense. On ne peut être que frustré au bout d'un moment ? Vous êtes frustré surtout lorsque vous l'éteignez. Et que le monde réel, il y a beaucoup moins de récompenses et que c'est beaucoup plus compliqué de supporter peut-être d'autant plus la réalité. Les contenus regardés, qu'est-ce qui vous semble le plus important, Marie-Caroline Missine, dans l'éducation dont vous parliez ? C'est qu'est-ce qu'on regarde, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on veut vous envoyer comme message avec Je crois que ce qui vient d'être dit doit être connu, enseigné. C'est-à-dire apprendre
à décrypter les mécanismes des réseaux sociaux, les mécanismes qui créent l'addiction, pour comment on va solliciter votre attention. D'abord, ça intéresse les jeunes, il faut quand même écouter les jeunes. On est dans un environnement numérique. Le numérique n'est pas un support, c'est pas un écran. Le numérique, c'est un mode d'organisation de la société, de l'économie, de l'information. Donc, si on cantonne, en fait, le discours sur le numérique à des éléments de diabolisation, ou au contraire des éléments un petit peu naïfs, aveugles, technophiles, BA, etc., je crois qu'on loupe notre mission, qui est quand même celle d'éduquer des citoyens éclairés, libres, conscients par rapport à l'environnement dans lequel ils vivent, et ça commence à l'école. Donc cette troisième voie, ni diabolisation, et ni culpabilisation d'ailleurs, et ni technophilie béate, etc. Je pense que la France est en capacité de l'apprendre, et ça passe par l'école. Alors, vous avez cité TikTok, c'est l'un des réseaux sociaux qui cartonne auprès des jeunes. Il y a eu une commission d'enquête d'ailleurs sur TikTok qui s'est tenue au Sénat, c'était au printemps dernier. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Alors, on disait diabolisation, est-ce que c'est, je vais être désagréable, le pire des réseaux sociaux pour les jeunes ? En fait, sur cette commission, vous l'avez vu, hein, elle s'est faite quand même dans un contexte qui était assez compliqué, puisque, rappelez-vous, le président avait pris la parole, avait eu des mots un peu durs, puisqu'il avait rassemblé tous les acteurs, hein, les plateformes, voilà. Et puis, clairement, TikTok n'était pas là autour de la table. Donc, ça s'est fait quand même dans un contexte quand même très particulier. Et puis, oui, ce qui est ressorti de tout ça, c'est que on leur demandait, et ça va dans le sens de ce qui est ressorti dans le DSA, hein, le Digital Services Act, c'est cette nécessité pour eux d'être transparents, en fait, dans leur algorithme. Ça, c'est quand même un élément fort, hein, qui était ressorti de cette commission d'enquête. Et puis, d'être réactifs face à nos demandes, aux demandes de retirer, en fait, des contenus illicites. Donc ça, ce sont vraiment les grosses préconisations qui étaient ressorties, pas que, je ne vais pas aller forcément sur tous les champs, mais c'était vraiment les grands éléments qu'on a retrouvés, finalement, dans le DSA. Alors, on a commencé à l'évoquer, mais parler plus précisément des effets de ces contenus, du temps passé devant les écrans sur le cerveau des plus jeunes. Et je vous propose l'extrait d'une audition justement lors de cette commission d'enquête d'un professeur de psychologie du développement et neurosciences cognitives de l'éducation, c'est Grégoire Borst. Écoutons-le. En dessous de 3-4 ans, il y a des données qui semblent être cohérentes et convergentes, qui semblent suggérer que ça entraîne non pas des troubles, mais des retards sur l'acquisition du langage, de la reconnaissance des émotions, parfois de certains types de motricité, par exemple la motricité fine, qui ne sont pas des retards qui sont irrattrapables ensuite, mais qui peuvent effectivement expliquer le temps passé dans des moments où, notamment, nous devrions être humains en construction, en interaction avec nos parents. Donc ça, c'est la première chose. Plus tard, il y a très peu de données qui semblent suggérer, en tout cas, qu'on a un effondrement massif du développement cognitif de l'enfant et de l'adolescent du fait du temps qu'il passe devant les écrans. Si ce n'est que, on sait que ça a un effet sur la qualité du sommeil des adolescents. Alors, je reprends. Retard sur l'acquisition du langage, reconnaissance des émotions, motricité fine. Est-ce qu'il y a un consensus ? Parce que c'est l'une des questions de ce débat. Emmanuel Macron a parlé de consensus scientifique. Est-ce qu'il y a un consensus ? Non, il n'y a pas de consensus, et d'autant plus qu'en ce moment, d'ailleurs l'INSERM et le CNRS ont sorti une dernière étude, et les Américains, qui montrent, d'ailleurs ça a été intéressant, puisque vous avez parlé d'écran et de contenu, mais vous en avez oublié une autre dimension très importante, c'est le contexte dans lequel on regarde les écrans. Et oui. Est-ce que je suis tout seul mais bien sûr, mais je suis tout seul. Est-ce qu'un adulte peut m'expliquer ce que je suis en train de regarder, etc. Et même aussi, contextes sociaux, culturels, avec parfois, il faut le savoir, ayant travaillé moi-même 10 ans à Pantin avec des mamans solo qui vont pas très bien, il y a aussi tous des contextes comme ça, assez psychologiques, qui montrent que c'est pas tant l'écran, c'est finalement le contexte psychologique aussi, familial, qui va mal, ou l'écran. Donc c'est impossible, pardon de vous interrompre, de tirer une espèce de règle générale de l'effet de ces écrans, du temps passé dans les écrans, les dernières études, les enfants de 3 à 8 ans. Complètement, les dernières études ont montré que c'est pas tant le temps d'écran, parce qu'on focalise un peu trop sur le temps d'écran, mais finalement le contexte, pour un même enfant avec un temps d'écran similaire à un autre, mais dans un contexte qui va mal, mais ça sera beaucoup plus, ça va avoir des répercussions sur, entre autres, ses compétences cognitives. Alors, il y a la question de l'attention quand même. Est-ce que les professeurs que vous formez, les enseignants, font remonter des difficultés chez les jeunes élèves, justement, de capacité d'attention sur un cours ? Et est-ce qu'ils font le lien avec, justement, le temps passé dans l'écran ?
effectivement le sujet de l'attention, mais chez les adultes aussi. Oui, mais encore une fois, tout ce qu'on dit dans ce débat peut valoir pour les adultes. On peut tous en témoigner. Oui. Intéresse énormément les enseignants. Ça fait partie des formations qu'ils suivent le plus chez nous, susciter l'attention et la motivation. Et ce n'est pas simplement lié, évidemment, à l'émergence d'une société numérique ou à de nouveaux usages. C'est capital. Je pense qu'il faut prendre en compte le contexte dans lequel les parents éduquent leurs enfants, mais dans lequel aussi les enseignants transmettent aujourd'hui leur savoir, un savoir qui est diffusé, accessible partout, en tout cas qui est complètement horizontalisé, et puis surtout des jeunes qui évoluent dans une société avec des territoires, des terres inconnues pour nous. Faites-les parler de leurs usages, de la manière dont ils interagissent avec leurs amis. On rentre chez soi, le terrain d'interaction avec ses amis est devenu complètement virtuel, via des messageries instantanées utilisées sur les réseaux sociaux. Donc les usages numériques des jeunes ont profondément évolué. Alors oui, il faut distinguer des usages pour les plus jeunes, des usages pour les plus âgés, mais en tout cas, je crois que pour le métier d'enseignant, c'est extrêmement important de savoir comment fonctionne le cerveau d'un adolescent. C'est ce que dit le chercheur qu'on entendait à l'instant, Grégoire Borst, de savoir comment susciter l'attention dans un monde où on est en permanence sollicité, et puis peut-être aussi d'utiliser le numérique comme un vecteur d'apprentissage. Si le numérique est cantonné à des usages récréatifs ou des usages potentiellement dangereux ou harcelants, qu'est-ce qu'on fait des usages intelligents, éducatifs, au moment où l'IA arrive aussi? C'est un peu la question qu'on se posait quand la télévision est arrivée dans les foyers. Exactement. C'est vrai. Je me souviens des débats sur est-ce qu'on peut laisser des gamins regarder 4 heures durant l'après-midi des dessins animés, parce que ça les rendre idiots ou bêtes. Là, c'est le débat sur la crétinisation des jeunes, il est un peu... Donc après, c'est quand même très très lié à l'usage, à ce qu'on regarde. Quoi. Enfin... Mais je me permets une petite remarque, c'est que, ayant reçu beaucoup de jeunes en échec scolaire, entre autres, au fond, ils adorent les jeux vidéo. Et il y a quand même une raison, c'est que dans les jeux vidéo, c'est en perdant que l'on apprend à gagner. Oui. C'est-à-dire que finalement, un jeu vidéo, c'est dur. Hein. À l'école, quand vous perdez, vous chutez. Votre note chute, votre moyenne chute. Et en général, on n'est pas toujours très valorisant en France. Hein, c'est-à-dire la question de la valorisation. Dans un jeu vidéo, vous avez des rewards, des récompenses, hein, comme sur votre écran. Quand on gagne, c'est très impressionnant. À l'école, bon, on a une bonne note, mais je dirais que c'est aussi... Ça repose des vraies questions sur l'enseignement, la manière dont on enseigne, et peut-être la question que tous ces jeunes, trop habitués peut-être à l'interactivité, ont besoin d'être beaucoup plus acteurs et interacteurs peut-être de leur savoir. Ça, c'est des vraies questions. Oui, mais alors, par les jeux vidéo, la question de l'addiction, est-ce que là, il y a un consensus scientifique sur le risque d'addiction ? Oui, d'ailleurs, juste pour répondre à cette question très précise, l'OMS, donc il y a à peu près 1 an et demi, c'est la première addiction reconnue par les instances psychiatriques internationales sur l'addiction aux jeux vidéo en ligne. Et ce n'est pas d'ailleurs en termes de temps d'écran, mais c'est en termes de rupture des liens sociaux. C'est-à-dire que petit à petit, le jeune va être dans une forme de décrochage scolaire, puis il va se reclure chez lui, ce que les Japonais appellent les ikikomori. Hein, c'est-à-dire ce sont des jeunes, on en a de plus en plus, il y a de plus en plus de décrocheurs scolaires, c'est assez inquiétant. Et c'est vrai que oui, ils vont jouer aux jeux vidéo. Comme pour continuer le combat. Ahmed Gakar, votre avis là-dessus, puisque là on est sur l'effet finalement de cette exposition aux écrans, du temps, les contenus, etc., le contexte social, sur la santé ou la capacité cognitive de nos enfants. Est-ce que pour vous, il y a un vrai risque identifié ? Évidemment, il suffit de... Voilà, là vous donnez, même si les points de vue ne sont pas forcément complètement convergents, je rappelle quand même que c'est l'objectif premier de la mission qui a été proposé par le président. C'était quand même de trouver un consensus. Donc là, vous dites que ça va être... Qui est toujours. Mais vous dites quand même que ce n'est pas le cas. Donc ça, je pense que déjà, ça va être intéressant et je serai très à l'écoute de cela en tant que législateur, ça c'est sûr. Mais oui, évidemment, on sait bien que les conséquences sur la santé physique... Parce qu'on parle de santé mentale, je parle aussi de santé physique avec la sédentarité, l'obésité, mais aussi cette bulle en fait dans laquelle on s'enferme forcément quand on a ce genre d'activité unique. Moi, dans mon point de vue, au-delà de tout ça, et je suis ravie je pense que là-dessus on est assez consensuel finalement, c'est cette place de l'éducation.
encore une fois, qui va être essentiel. Et puis, et là, c'est peut-être ma casquette finalement de législateur, c'est qu'on nous a demandé de légiférer. Quand je dis demander, j'ai travaillé sur notamment une proposition de loi il y a un an sur les influenceurs. Voilà, la régulation des influenceurs qui aujourd'hui sont un sacré phénomène qui a explosé, 150 000 influenceurs aujourd'hui. On voit toute une population, et pas que de jeunes, vous avez raison, de gens fragiles, par contre, parfois, démunis face à cette population d'acteurs qui, pour la majorité, voilà, ont une activité complètement saine, mais pour une minorité qui peuvent provoquer véritablement des dégâts. Et donc, mon point de vue, c'est ça, c'est qu'il y a la régulation, donc nous, au niveau législatif, et puis après, il y a vraiment, il y a ça, mais il y a aussi, je pense, tout l'axe. Aujourd'hui, je pense que si on incitait nos enfants à faire autre chose que de l'écran, on réglerait une partie des problèmes. Je vous dis ça parce que tout est question d'approche. Ouais. On lit plus, on fait plus de sport, forcément on passe plus de temps. Moins de temps, j'ai entendu, ce n'est pas qu'une question de temps sur les écrans, je suis d'accord, s'il y a une question d'interaction, mais il n'en reste pas moins que je pense qu'aujourd'hui, le mal, ou en tout cas la difficulté que nous rencontrons, c'est ça. C'est le fait de ne pas forcément amener ou nos enfants ou les adultes, encore une fois, nous, adultes, à d'autres activités que celles des écrans. De la lecture, du sport, des arts, et ça permettrait peut-être de pouvoir réguler davantage. Enfin, on passe beaucoup de temps à lire sur les écrans, quand même. Ah, moi je parle de... C'est vrai, vous avez raison. Alors d'aller dans les médiathèques et de lire peut-être du papier. Mais au-delà de ça, moi je pense que c'est ce que vous dites, c'est très juste. C'est-à-dire que tout dépend de ce qu'on met, ce qu'on fait sur les écrans. Et ça rejoint ce que vous dites. Tout dépend de ce qu'on fait sur les écrans. On peut scroller, passer des vidéos pendant une heure et au bout d'une heure on se dit qu'est-ce que je vais regarder. Mais en tant que législateur, c'est vraiment ça aussi qu'on apprend, et je rebondis sur ce que vous dites. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire c'est bien, c'est mal. Oui, on simplifie, même dans ma façon de m'exprimer, je le fais. Mais c'est plutôt de dire comment on utilise, on ne contourne pas, comment on fait avec. Alors, on a commencé, je vais vous redonner la parole, on a commencé par le constat d'un accès de plus en plus jeune, le temps d'usage qui est quand même en progression. Ensuite, on s'est posé la question de l'effet sur le cerveau, consensus scientifique qui est peut-être pas aussi réel. Maintenant, je voudrais qu'on détaille et qu'on prenne le temps d'un chapitre consacré au levier d'action des politiques. Et on va commencer par parler, on parlera de la France dans un instant, on va commencer par parler de la Chine. Et je propose à Steve Jourdain de nous rejoindre, puisqu'on parlait de TikTok, vous le savez, TikTok appartient à un groupe chinois. Et Steve, la Chine prend très au sérieux la question de l'addiction de ses enfants aux écrans. Oui, et pour cause, la Chine est la nation la plus connectée au monde, Thomas. Je vais vous donner quelques chiffres. Plus d'1 milliard de Chinois ont aujourd'hui accès à Internet, 74,4% de la population totale. 98% des 9-19 ans possèdent un smartphone. Alors Pékin scrute évidemment cette consommation des écrans de très près. En 2008, le régime reconnaît officiellement l'addiction à Internet comme une maladie mentale. Aujourd'hui, 24 millions de Chinois présenteraient une dépendance aux écrans. Ça s'exprime de différentes manières. Un trouble de l'humeur, comportements jugés antisociaux, stress, troubles du sommeil. Selon une étude réalisée par l'université canadienne McGill, la Chine arrive en tête des 24 pays où l'utilisation des smartphones et d'Internet est jugée problématique. Et Pékin a pris des mesures pour renverser cette tendance, limiter le temps passé par les jeunes devant les écrans. Oui, avec une première salve de mesures adoptées en 2019, la Chine décide alors de limiter les jeux en ligne pour les mineurs, maximum 1h30 en semaine, 3 heures le week-end, interdiction absolue de jouer entre 22h et 8h du matin. Dans le même temps, les autorités décident de restreindre les achats effectués par les mineurs sur Internet. Chaque mois, ils ne sont autorisés qu'à dépenser une certaine somme dans les jeux. Et puis enfin, toujours en 2019, Thomas, la Chine ordonne aux mineurs de s'identifier systématiquement quand ils se connectent pour jouer en ligne. C'est au site Internet de faire respecter cette réglementation. Et puis il y a eu encore un tour de vis l'été dernier. Oui, le pays a décrété un couvre-feu numérique pour les mineurs. Concrètement, il est désormais interdit pour les moins de 18 ans d'utiliser leur smartphone entre 22h et 6h du matin. Il est également prévu une limitation des connexions en pleine journée, pas plus de 2 heures de téléphone pour les 16-18 ans, 1 heure pour les 8-16 ans, quelques minutes seulement pour les moins de 8 ans. C'est aux fournisseurs de smartphones de veiller à ce que cette nouvelle réglementation soit bien appliquée. Les téléphones pourraient même, à l'avenir, c'est ce qui est évoqué, être équipés d'un mode spécial mineur que seuls les parents pourraient désactiver. Tout ça, évidemment, aussi des implications politiques. Certaines organisations dénoncent une législation qui vise à renforcer encore un peu le contrôle du régime sur la jeunesse. Évidemment, merci beaucoup Steve Jourdain. Un couvre-feu numérique pour les moins de 18 ans, entre 22h et 6h du matin à Melgaker, évidemment.
dans une démocratie comme la nôtre, on voit mal comment on pourrait aller jusque-là. C'est une vraie question, et c'est toute la question que nous, législateurs, on doit se poser, c'est comment protéger, conserver nos libertés, la liberté individuelle, la liberté d'expression, et puis la protection, de la population. Donc oui, transposer ce genre de mesures ici en France aujourd'hui me paraît juste inconcevable, je pense. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est encore une fois ce juste équilibre. Et puis encore une fois, oui, le législateur a sa place pour réguler, poser des règles, même si, vous savez, quand j'entends, et j'avais connaissance de ce qui était mis en place aujourd'hui en Chine, en Corée d'ailleurs, etc., la grande question, c'est de savoir comment on régule et comment on contrôle tout ça. Parce qu'on peut poser des règles, on peut poser des interdictions, mais est-ce qu'on a vraiment les moyens, finalement, de contrôler ça? Alors, ça doit être plus facile dans un État comme la Chine. Même si le bilan est mitigé. De ce que j'ai pu lire encore très récemment, encore ce week-end, notamment sur une presse spécialisée, le bilan aujourd'hui est assez mitigé. Voilà pourquoi d'ailleurs il y a ce serrage, j'ai envie de dire, de vis. Alors on pourrait parler d'une sorte de cynisme de la Chine qui diffuse TikTok aux enfants du monde entier et qui en limite l'accès à ses propres enfants et adolescents. Est-ce que, j'ai entendu, et on avait fait un débat un peu sur ce thème, est-ce que vous parlez d'une guerre des cerveaux, Michael Stora? Guerre des cerveaux, c'est-à-dire risque de crétinisation de l'Occident avec ses usages, et puis d'un autre côté, la Chine qui dit, oh là là, on interdit pour que le cerveau de nos enfants se développe le mieux possible. Non, mais je suis volontairement caricatural. Non, mais vous avez bien raison. La question, c'est à quel point est-ce que dans un pays avec un autoritarisme comme celui de la Chine, n'engendre pas non plus des citoyens crétins, c'est-à-dire qui sont malheureusement dans une forme de soumission à une pensée unique, et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, c'est pas innocent s'il y a autant de Chinois qui consomment ce bonheur numérique, parce qu'il faut bien pallier à un malheur dans un pays qui va mal, d'un point de vue de la démocratie. Je pense profondément que c'est un signe. Et le fait, c'est qu'en effet, moi, ce qui m'a inquiété lorsque Emmanuel Macron a eu ce discours lors de cette commission, même si je pense qu'il y a un pluralisme et ça n'a rien à voir, c'est à nouveau lorsque l'État veut s'immiscer dans l'autorité parentale. C'est quelque chose qui me perturbe énormément. Et vous savez, nous, en psychanalyse, on a un terme qui s'appelle le surmoi. Et ben, c'est un surmoi politique. Et pour moi, c'est pas une bonne idée, parce qu'à partir de ce moment-là, on infantilise les parents. On les remet à une position qui, justement, les enlève de leur autorité. Alors, heureusement, ça sera des recommandations, mais ce que je pense, c'est qu'il faut surtout soutenir la parentalité et ne pas être dans une position... Alors c'est bien ce qu'il nous a demandé. Je suis d'accord avec vous, mais alors tiens, pour alimenter le débat, je vous propose un extrait d'un documentaire qui va être diffusé dans quelques jours, 17 février, sur notre antenne. Et si on levait les yeux, une classe face aux écrans, c'est un prof, un instituteur parisien de CM2, il veut faire prendre conscience aux enfants de l'invasion des écrans dans leur quotidien. Et justement, on parlait des parents, on y retrouve des parents souvent dépassés, comme cette maman qui élève seule ses enfants. Regardez. Ma fille qui a 13 ans, elle reste éveillée jusqu'à 3h du matin à regarder son téléphone pour se réveiller à 6h du matin pour se préparer pour aller à l'école. En fait, moi, j'élève mes enfants toute seule, donc j'ai perdu tout contrôle. Mes enfants passent énormément de temps sur leur téléphone. Marie-Caroline Missire, les parents qui, comme cette dame, se sentent parfois dépassés, ils attendent peut-être aussi des pouvoirs publics une aide. Et une aide, ça passe peut-être par une loi un peu plus coercitive. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est plus facile d'imposer à ces enfants des mesures restrictives quand ils savent que, voilà, je vais peut-être repréciser le cadre des travaux qui vont commencer auxquels j'ai la chance de participer. Déjà, des expertises nombreuses, médicales, éducatives, voilà, dans plusieurs champs disciplinaires, donc ça c'est important de le souligner. Le président nous a demandé un diagnostic partagé et des mesures opérationnelles qui ne relèvent pas, contrairement peut-être à ce qui a pu être compris, du champ de l'interdiction, etc. Alors justement, c'est la question que j'avais vous poser, pas forcément coercitive. C'est très ouvert, on doit effectivement écouter un grand nombre d'experts, etc. Donc évidemment, les travaux n'ayant pas commencé et étant pour représentant de questions, je ne peux pas vous dire grand-chose, évidemment. Mais en tout cas, voilà, redonner le cadre qui est celui qui a été donné. Est-ce qu'il ne faut pas aller jusque-là, pardon, de mettre les pieds dans le plat? Est-ce qu'il ne faut pas aller jusqu'à interdire des
des écrans entre telle heure et telle heure, quoi. Déjà, par rapport à la Chine, il y a quand même une grande différence. La Chine utilise des réseaux sociaux qu'elle contrôle. Oui. Voilà. Donc nous, on n'est pas tout à fait dans la même cour, puisqu'on discute avec des GAFAM que nous ne contrôlons pas tout à fait. Premier élément. Deuxième élément, il faut écouter les parents. On était avec des membres de cette commission vendredi, avec la porte-parole du gouvernement, dans un lycée parisien. Il y avait des parents, il y avait des jeunes. Effectivement, les parents sont en demande de connaissances, de cadres, de repères. Donc je pense qu'il faudra, en tout cas, et c'est ce qui nous est demandé, donner un guide, en fait, à travers toutes ces expertises, et écoutons les jeunes. Alors, écoutons les jeunes. Mathieu, et on a parlé juste après. Les Chinois l'interdisent à leurs enfants, mais on peut peut-être aussi rappeler qu'un très grand nombre de personnalités de la tech, de fondateurs des GAFAM, de fondateurs... Non. Bah, il y en a qui ont pris position. Il y en a qui ont pris position. C'est un article qui en fait est un article d'un journal américain et qui a alimenté cette idée selon laquelle les grands fondateurs de la tech n'équipent pas leurs enfants. Mais je vous assure que le point de départ, c'est un article. Voilà, c'est un peu à mettre à distance. Pardon. Non, mais c'est très bien de le dire. Au contraire, il faut tordre le nez aux fake news si c'en est une. Mais j'ai le souvenir quand même d'en avoir vu un face caméra, moi, l'expliquer. Amélie, intervenir. En tout cas, quel que soit, et je ne parle pas seulement de la mission, je voudrais réagir sur ce que vous avez dit sur la responsabilité de l'État, et puis la responsabilité... Comment l'État peut aider les parents ? Exactement. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, en vous disant clairement quelle était ma vision des choses, en disant, voilà, il y a ce que nous pouvons faire, les pouvoirs publics, ce que nous, en tant que législateurs, on peut poser ce cadre, et puis de ce qui est de la responsabilité des parents. Et le levier sur lequel, véritablement, on peut jouer... Mais est-ce qu'il faut des mesures coercitives ? Pardon d'être un peu têtu dans ce débat. Alors moi, je vous le redis, pour moi, on peut penser... Alors, je le redis, je vais peser mes mots, des mesures coercitives à partir du moment où on peut les contrôler. Sur cette situation-là, franchement, je ne vois pas comment on peut le contrôler, premièrement. Puis deuxièmement, c'est pas du tout dans notre état d'esprit aujourd'hui. Notre état d'esprit, c'est quoi ? C'est d'accompagner, c'est de travailler sur la prévention. Et nous, on peut agir, et c'est ce qu'on fait déjà. C'est ce qu'on a déjà fait. Je vous ai parlé de cette fameuse proposition de loi. On en a eu d'autres, notamment celle, qui partait sur. C'était la lutte. Voilà, exactement. Je cherchais le terme. Mais en 2023, en tout cas sur l'été 2023, on a produit 2 lois qui allaient dans ce sens-là, qui permettaient de responsabiliser et surtout les plateformes numériques. Voilà, clairement. Et je pense que notre rôle, il peut vraiment agir là-dessus. Mais pareillement, toujours avec la question du contrôle. On a un peu l'impression que sort les rames, et qu'on a du mal à faire accepter aux plateformes surpuissantes de dépenser de l'argent sur la modération, etc. Oui, mais il faut l'engager. Mais il faut l'engager, parce que sinon on ne fait rien. Alors, sinon on fait rien. Non, mais je suis d'accord avec vous. Sinon on reste les bras ballants et on fait rien. On peut dire que nous ne sommes pas d'accord, et donc on veut légiférer, donc on veut poser un cadre. Alors, on va continuer sur ce levier politique potentiel. Je vous propose d'écouter le président de la République. C'était lors de sa conférence de presse. Un président qui dit qu'il faut qu'on réussisse à reprendre le contrôle. Emmanuel Macron. Chaque génération de Français doit apprendre ce que la République veut dire. Une histoire, des devoirs, des droits, une langue, un imaginaire. Le sens profond du respect et de l'engagement. Et cela dès l'enfance. En renforçant le soutien et l'exigence vis-à-vis des parents, en reprenant aussi le contrôle de nos écrans, qui trop souvent enferment là où ils devraient libérer. Sur la base de recommandations que feront des experts que j'ai réunis la semaine dernière, nous déterminerons le bon usage des écrans pour nos enfants, dans les familles, à la maison comme en classe. Parce qu'il en va de l'avenir de nos sociétés et de nos démocraties. Mathieu, cette annonce du président de la République, elle vous a un peu étonné. Oui, parce qu'il faudrait peut-être que l'exemple vienne d'en haut, ou pour le dire autrement, et si on régulait l'usage des écrans chez ceux qui nous gouvernent. J'ai regardé ces derniers jours d'Amélie Oudéa-Castéra qui, au soir de son premier jour, voulait, ouvrez les guillemets, absolument nous faire un petit coucou sur Instagram, à Rachida Dati qui se sert de Twitter, enfin devenu X, comme d'une sulfateuse, en passant par les photos de randonnée, de tennis ou de baby-foot de Bruno Le Maire, qui n'égaleront jamais, il est vrai, la Minute Pape, vous vous en souvenez, la Minute Pape de Pape Ndiaye, ou les haïkus du dimanche soir, tout ce que je dis est vrai, les haïkus du dimanche soir de Christophe Castaner, ou les selfies de Marlène Schiappa. Bref, ce pouvoir aurait été le plus grand vivier de créateurs de contenu, comme on dit aujourd'hui, à l'image bien sûr, vous venez de l'entendre, du président de la République en personne, qu'on a encore vu poser avec des gants de boxe sur l'épaule sur Instagram au début du mois. Emmanuel Macron, et c'est pas loin de 13 000 tweets au compteur, quand même. Emmanuel Macron qui invita jadis McFly et Carlito à venir faire des roulades dans le jardin de l'Élysée.
ou Emmanuel Macron, encore lui, qui n'hésita pas à donner la parole sur Instagram à son chien Nemo pour annoncer son plan de 20 millions d'euros pour la cause animale. D'accord, mais enfin bon, c'est des moyens de communication modernes. Enfin bon, J'entends bien, et il ne s'agit pas d'interdire l'accès aux réseaux sociaux à tout le personnel politique, mais quand même le temps qu'il passe sur ces outils à produire ce type de contenu pourrait aussi servir à autre chose. Et puis surtout, je trouve que c'est symptomatique de la forme de schizophrénie qui touche, en tout cas de double discours, qui touche le pouvoir quand on parle des écrans. Parce que voir celui qui voulait ubériser la vie politique, vous vous souvenez, transformer la France en start-up nation, crier aujourd'hui haro sur le numérique à travers les écrans, ça manque quand même pas de sel. Il n'a pas tort sur le fond, on en débat ici, tant le développement des écrans transforme notre société en profondeur. Mais Emmanuel Macron a quand même une fâcheuse tendance à incriminer le numérique, les réseaux, les écrans quand ça va mal. On en parlait tout à l'heure, après les émeutes urbaines, haro sur les jeux vidéo, tout en célébrant d'une autre main la filière jeux vidéo qui fait rayonner la France. En fait, je trouve qu'il s'enferme dans une vision un peu manichéenne du numérique, en oubliant que, comme toute technologie, on en a parlé, c'est l'usage qu'on en fait davantage que l'outil lui-même qui pose question. Et plutôt que de s'en prendre au contenu et à ceux qui les éditent, le président semble s'en prendre avec cet appel à ceux qui les regardent. Est-ce que c'est la bonne solution? J'en suis pas certain, mais ça montre bien aussi la faiblesse de la France comme d'autres pays, et on vient d'en parler, à se faire entendre de la part des géants du numérique, même à se faire respecter, tout simplement. Et que le dernier exemple que vous donniez d'ailleurs, la régulation des réseaux sociaux, et notamment dans le cas des influenceurs, il n'est pas venu d'en haut, il n'est pas venu d'Emmanuel Macron, mais il est venu d'une demande sur les réseaux. D'ailleurs, il y a eu des effets de ce que vous avez, du travail effectué sur les influenceurs et les influenceuses? Alors la loi... C'est en train de changer? La loi a été votée, c'était le 9 juin 2023. D'accord. Un décret sur 7 attendus a été publié seulement. OK. Voilà. Et je vous le dis parce que c'est toujours intéressant de savoir à quel point les lois... C'était une loi transpartisane. C'était une loi transpartisane qui a été très consensuelle. Et comment vous l'expliquez ça, ce retard à l'allumage? C'est classique de l'application d'une loi? C'est dommage. C'est dommage. Voilà. C'est mon point de vue. Je ne l'explique pas. Quand je ne l'explique pas, je ne souhaite pas vous l'expliquer. Je dis juste que c'est dommage parce que quand j'entends cette déclaration du président, et moi je trouve ça très bien qu'on mette sur la table ce sujet qui est un vrai sujet auquel il faut s'attaquer, mais c'est dommage parce qu'on a aujourd'hui des outils existants pour, mais encore faut-il les mettre en pratique et les contrôler, encore une fois, et mettre les moyens pour. Vous voyez, pour la loi sur les influenceurs, ce qu'on a demandé, et ça faisait partie d'amendements que nous avons nourris, c'était d'avoir des moyens au sein de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes. Et on a eu une information là-dessus. Maintenant, voilà, ça fait partie exactement du travail que nous, parlementaires, on doit mener. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on parle du milieu scolaire, de l'utilisation des écrans en milieu scolaire, et peut-être de la place de l'intelligence artificielle, parce que c'est un élément qui est important. Comment font les professeurs pour s'y adapter aujourd'hui? Parce que les élèves l'utilisent de plus en plus, notamment les dernières générations d'IA générative. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer là en ce moment? Eh bien, les professeurs font plus que s'y adapter. Ils s'y intéressent de très près, ils testent, ils utilisent. Les IA génératives qui ont fait une apparition dans le quotidien des classes et des établissements extrêmement rapide. Donc nous, ce qu'on a pu observer, c'est que depuis décembre 2023, au moment où ChatGPT arrive un peu dans les usages, on a mis sur pied un certain nombre de formations pour comprendre ces IA génératives, se demander si ça pouvait être des assistants pédagogiques, dans quelles conditions, etc. Et à ma grande surprise, je dois vous dire que j'avais un petit peu peur d'être critiquée pour ce positionnement. C'est un sujet qui peut faire peur. Eh bien, non, on a eu à peu près 3000 enseignants qui spontanément ont suivi ces formations, alors sans aucune forme de publicité, etc. Mais il y a un vrai intérêt, il y a un vrai appétit. Et puis quand on écoute les jeunes, encore une fois, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, moi je m'en sers déjà des IA pour réviser, pour demander aux IA de produire des quiz sur telle et telle notion que j'ai pas bien compris, etc. Encore une fois, voici un sujet qui rejoint ce qu'on dit depuis le départ, c'est-à-dire donner aux futurs citoyens les moyens de comprendre ces technologies pour les maîtriser et pour se les approprier. Existentielle, quoi. À quoi ça sert de continuer d'apprendre quand on a une intelligence artificielle qui peut donner toutes les réponses? On avait les mêmes débats il y a 15 ans au moment des MOOC. Vous savez, ces cours en ligne qui faisaient leur apparition aux États-Unis. On se disait, ah, mais ça va remplacer les professeurs. Absolument pas. Simplement, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment la manière de transmettre le savoir, comme la manière d'informer ou la manière de communiquer qui est augmentée
portés finalement par ces technologies. Alors, la première chose à faire, c'est de les comprendre, c'est de les approprier, d'en parler en classe, et puis d'apprendre à être libre. Mais cette horizontalité, elle remet en cause quand même pas du tout. Le prestige presque des professeurs. Absolument pas, parce que plus ce monde dans lequel on évolue est complexe, plus le savoir est à portée de main, plus l'information est touffue, plus ces réseaux sociaux percutent notre attention, plus le professeur reste un phare. Et donc sa mission, c'est apprendre aux enfants à avoir cet esprit critique absolument nécessaire pour se repérer dans ce monde très complexe. Votre avis là-dessus ? Moi, je trouve cette idée très intéressante que le prof, en effet, alors phare peut-être ou accompagnant, qu'il ait une autre manière d'interagir avec les élèves pour leur permettre de mieux s'approprier le savoir, parce que justement c'est intéressant, Internet c'est de l'horizontalité et le prof c'est très vertical. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les élèves en ce moment, on se dit mais c'est complètement nul de passer 2 heures à écouter un prof sans pouvoir. Non, mais je l'observe un peu. Alors moi, j'ai des élèves en échec scolaire, mais ils sont significatifs d'un vrai problème en termes de scolarité, de la manière dont on apprend. Et c'est vrai. Alors l'utilisation de l'IA, pourquoi pas, mais le fait de pouvoir jouer avec l'IA, c'est intéressant. Croire trop l'IA, non. Tendance à penser que c'est dangereux. Et on revient à la question de l'éducation. Mais sur cette place des écrans ou du numérique en milieu scolaire, je voudrais quand même qu'on termine ce débat en parlant de la Suède. Ça ne vous a certainement pas échappé que la Suède est en train de faire marche arrière. C'était un pays qui était en pointe sur l'équipement numérique à l'école. Et cette rentrée 2023, elle a vu réapparaître les bons vieux manuels scolaires parce que, en tout cas, c'est le constat qui a été fait là-bas, le niveau était en train de baisser. C'est pas ce que disent les profs. Non, mais pardon, alors on peut toujours remettre en cause la décision des politiques, mais les politiques disent on a pris cette décision parce qu'on a vu le classement PISA qui commençait à baisser, etc., etc. À votre avis, est-ce que nous, on a quelques années de retard sur la Suède. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années ? On va faire la même marche arrière, vous voyez ce que je veux dire ? C'est une très bonne question. Et moi, on dépense beaucoup d'argent pour équiper les classes. Mais ce qui est quand même terrible, et ça c'est un mal que nous vivons finalement, et pas qu'en France, dans notre société, c'est qu'on a tendance à courir après et à essayer de réparer finalement ce qu'on a provoqué. Je dis ça parce que vous voyez la démarche qui est en train d'être faite aujourd'hui, de réfléchir aujourd'hui sur l'usage des écrans. Pourtant, ça fait des années qu'on en parle, et puis finalement, on a peu finalement cette idée de prospective, mais c'est compliqué parce qu'on est sur des thématiques dans des domaines où l'innovation va tellement vite. Mais qu'est-ce qui est compliqué d'avoir un consensus scientifique ? Puisque vous voyez, je parle de la Suède et tout de suite vous dites tout le monde n'est pas d'accord sur les faits, sur le niveau scolaire. Certainement, ça veut dire que clairement, dans la façon dont on travaille, nous travaillons en silo. Ça, vous le savez très bien, scientifiques, chercheurs, on travaille en silo. Chacun travaille avec un objectif qui est parfois le même, et on travaille en silo et on communique finalement assez peu. Donc moi, ce que je pense moi, j'espère d'ailleurs que dans cette commission, il y a tout un travail de benchmark qui va être fait, c'est le cas, et de nous nourrir de ça pour ne pas attendre d'avancer, pour nous dire, on recule, profitons de ce qui se passe autour de nous. 15 secondes pour nous donner votre avis là-dessus. Sur la Suède ? J'ai pu discuter avec des fonctionnaires du ministère de l'Éducation suédois il y a quelques semaines. Ils étaient très gênés pour répondre aux questions que vous avez. Je leur posais la même question. Alors, pourquoi vous avez répondu comme ça ? Et ont avoué du bout des lèvres que c'était un sujet très politique dans leur pays. Et qui n'avait pas grand-chose à voir avec le niveau des élèves. Voilà, on va rester là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat. Demain, on se retrouve 18h et 22h pour un nouveau numéro de Sens Public. Et puis notez que à 8h, l'invité politique de la matinale, ce sera Jean-Philippe Tanguy, président délégué du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, député de la Somme. Bonne soirée.